Bien, je suis avec Michi Mochizuki, expert en Yosekan Budo. On sort d'un stage au Cercle Silla de Défense animé par Michi sur le travail de la force ondulatoire, de l'onde de choc, de la vibration. Un immense merci Michi pour ta venue. Alors déjà, avant de commencer, est-ce qu'avant de venir, tu connaissais un peu le Penchak Silat? Alors je connaissais très peu, je connaissais bien sûr par les vidéos que j'ai pu voir de Frank Ropers. Du coup je me suis aussi intéressé aux tiennes, que j'ai trouvé super intéressantes. Mais c'est vrai que c'est une discipline, ça fait partie des disciplines que malheureusement j'ai pas beaucoup pratiqué, même jamais pratiqué, mais je me suis toujours intéressé au Penchak. Le Penchak, le Systema, c'est deux disciplines qui, je pense, ont beaucoup de points communs avec le Yosekan Budo. Et on aurait des rapprochements à faire où je pense qu'on s'enrichirait beaucoup mutuellement. Et je pense que, en fait, du coup, je suis content d'être venu et un peu frustré parce que j'aurais voulu travailler avec toi. On pourra le faire. Justement, quels sont un peu les points les points communs que tu identifies entre le Yosekan Budo et nous, ce qu'on peut faire en Silat? Alors, de ce que j'ai vu, mais sans en être un expert, parce que comme je te disais, j'aurais voulu pratiquer, mais j'ai pas pu. De ce que j'ai vu, moi j'ai vu un travail de fluidité et de liberté corporelle, de disponibilité corporelle, qui finalement, dans les arts martiaux traditionnels, est assez peu présent. Et ça, c'est dans le Yosekan Budo, par contre, quelque chose de très très important. La disponibilité qui permet de passer des atémis dans toutes les directions, donc des percussions dans toutes les directions, par exemple, de pouvoir faire deux choses en même temps, de bloquer, attaquer, contrôler, frapper. Ça, c'est des choses que je vois beaucoup dans vos vidéos. Ouais, c'est très typique au bas. Dans tout ce qui est arts martiaux sud-est asiatiques, arts martiaux indonésiens, malaisiens, philippins, c'est une constante. Les frappes multiniveaux, hors du champ de vision, pour saturer le cerveau adverse d'informations et reprendre le lead. Et je suis complètement en phase et de faire le lien avec ce qu'on a vu pendant le stage et avec le travail de l'ondulation. On a ce qu'on appelle les frappes majeures et les frappes mineures. En la frappe majeure, tu te prends une grosse patate de forain dans la gueule. Si tu n'as pas un vrai blocage, tu te la prends dans la gueule. C'est une technique majeure. Okay. Après, on va faire des frappes mineures pour saturer le cerveau d'information, okay, pour placer une technique définitive, un étranglement, une grosse frappe définitive qu'on n'aurait pas réussi à placer sinon. Et le lien que j'ai vu par rapport à ce qu'on a fait pendant le stage, c'est effectivement quand tu fais ton ondulation, comme ça peut prendre un tout petit peu de temps, tu vas placer des techniques pendant l'ondulation pour pouvoir après placer ta frappe que nous on qualifierait de majeure, qui elle sera définitive et pourra mettre fin au combat. Quoi. Tout à fait. C'est l'utilisation des départs de mouvements pour armer, qui sont en fait des positions intermédiaires qui servent en effet, exactement comme tu viens de le dire, on l'utilise de la même façon, pour perturber l'adversaire, pour déstructurer l'adversaire, et donc faire en sorte qu'il avance sa tête qu'on va pouvoir récupérer au passage, ou bien faire en sorte d'attirer son attention d'un côté pour aller de l'autre, par exemple. En effet. Et alors, le nom de Mochizuki, pour tous ceux qui pratiquent les arts martiaux japonais, c'est juste une évidence. Ton grand-père était une légende, ton père a aussi énormément apporté dans les arts martiaux en France. Est-ce que, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, tu pourrais, en quelques mots, faire un tout petit pitch sur l'origine du Yosekan Budo, d'où ça vient, et quels sont les grands principes fondamentaux? Alors, ça va être difficile de faire très court, mais en gros, mon grand-père avait un dojo au Japon qui s'appelait le Yosekan, dans lequel on pratiquait l'aïkido, enfin l'aiki-jujitsu, le judo, les armes traditionnelles japonaises, il y en avait diverses, et le karaté aussi. Donc c'était un endroit où on pouvait pratiquer différents arts martiaux à la façon de mon grand-père, parce que lui, il avait déjà un peu sa façon de faire. Mais mon grand-père voulait faire une synthèse, ce qu'il n'a pas réussi à faire, et il avait chargé mon père à une époque d'essayer de faire une synthèse, jusqu'au moment où il a cru que finalement c'était plus possible. Mon père, un jour, a trouvé le système ondulatoire, qui existe dans toutes les disciplines, qui existe partout, mais sauf qu'il a commencé à se dire que ça pouvait être le liant de toutes les techniques, donc de passer du judo au karaté. Alors, pas exactement au karaté, parce que c'est pas facile de passer du karaté au judo, parce que le karaté on est droit, le judo on est rond. Donc plutôt sur des formes plus rondes de boxe, ou même comme vous faites, qui sont beaucoup plus proches des postures de lutte. Effectivement, j'ai trouvé que c'était assez proche en termes de technique, en tout cas sur les techniques de poing, avec des gardes plutôt hautes, oui. Un qui protège, l'un qui frappe et tout ça. Je trouvais qu'on était en fait assez proche sur ce haut du corps. Quoi. Et cette forme-là, où on est un petit peu rond, permet de plus facilement naviguer aussi de la percussion à la projection, dans laquelle il faut aussi être rond et fluide pour pouvoir se déséquilibrer soi-même et emmener l'autre avec soi. Et donc c'est vrai que mon grand-père pensait que c'était quand même assez difficile. Lui, il était capable de tout faire, mais il pensait que ça prenait tellement de temps que finalement, ce sera peut-être difficile pour la plupart de ses élèves de tout faire. Mon père a trouvé le lien par le système ondulatoire, donc avec différents systèmes d'ondulation, les ondes de choc qu'on a travaillé avec les allers et les retours de hanches, les ondes qui sont plus qui crée plus de résonance où, comme de la coupe, on frappe et on passe à travers. Ouais, dire ce qui est étonnant quand tu l'as fait, donc on a bien vu l'ondulation qui prend l'élan où tu poussais la personne, et au contraire la frappe en résonance, finalement c'était tellement rapide
qu'on ne bougeait pas, même s'il n'y avait rien derrière nous. Exact. Et en fait, tout de suite, ça enfonce en fait, le sternum, et on sent, enfin quand tu me l'as fait, j'ai bien senti la résonance qui passait derrière la couche musculaire et qui m'atteignait les organes sans aucun élan. C'est ça. Ce qui est super intéressant parce que du coup, en l'occurrence, il n'y a aucun élan, donc c'est complètement furtif, c'est invisible, donc hyper dur à bloquer. Et donc on atteint vraiment un peu la quintessence de l'art, quoi. C'est-à-dire que la frappe qui a une force de pénétration, extrêmement percutant, alors que pourtant il n'y a aucun élan. C'est très difficile à lire. Donc oui, en effet, mon père a trouvé ce système, donc le système ondulatoire, qui, comme je disais, existe partout, mais qui souvent est trouvé par le pratiquant à force de pratiques intensives jusqu'au moment où il arrive au point de rupture, où il veut continuer à garder l'efficacité de ses mouvements alors qu'il n'en a plus la capacité physique. Et donc en fait, c'est l'ensemble du corps qui finit par trouver le mouvement et qui permet de conserver l'efficacité avec un minimum d'effort, puisque de toute façon le corps ne peut plus suivre. Et ça a été ça le fil conducteur. Il a essayé d'utiliser ce mouvement-là, qui ressemble à un coup de fouet pour les coups de poing, les coups de pied, les projections, puis ensuite les clés, les armes traditionnelles. Et là-dessus, après, bien sûr, de toute façon, sur un plan tactique, tout est lié, tout est transversal. La tactique est la même en longue distance, en courte distance, à une main, à deux mains. C'est tactiquement, stratégiquement, on fait tout le temps la même chose. On sera tous d'accord. De toute façon, on peut lire les mêmes livres de tactique. Voilà. Donc en fait, le Yosekan Budo, finalement, au départ, effectivement, mon grand-père voulait faire une synthèse d'arts martiaux, et mon père a fait le contraire. Il a fait plutôt un système fondamental qui permet de développer soi-même, ensuite, sur la base de comment j'envoie de la puissance, envoyer de la puissance de différentes manières, dans différentes directions, pour une clé, une projection, une frappe, à l'endroit, à l'envers, etc. Ou on peut aussi venir greffer des façons de faire d'autres disciplines, donc comme un tronc sur lequel on peut greffer des techniques, mais où c'est le mouvement fondamental. Donc ça, c'est pédagogiquement ce qui nous aide à essayer de faire des raccourcis entre les disciplines. C'est vrai que dans ce qu'on a vu aujourd'hui, à aucun moment je me suis dit que c'est en décalage avec ce qu'on fait en penchak silat. Le discours que tu tenais, c'est typiquement le genre de discours que moi je peux tenir à mes élèves sur la plupart des sujets, sur la distance de combat, sur le fait de faire plusieurs techniques en même temps mais en simultané, le fait d'avoir un contact au niveau du corps parce qu'on a plus de sensations avec ses membres qu'avec ses yeux, surtout en combat avec l'effet tunnel qui peut arriver, etc. Exactement. Et du coup, ce qui était passionnant, c'était de voir que alors que tu viens d'un art martial qui est japonais, d'origine japonaise, et bien finalement, moi j'avais souvent quand même l'image de l'art martial japonais où c'est un peu la voie du sabre à main nue, quoi. C'est-à-dire c'est un coup, un tué, et du coup c'est la technique. Et avec vos principes d'ondulation où justement on peut placer les techniques intermédiaires, ça m'a fait exactement penser à ce principe de frappe majeure, frappe mineure qu'on va voir en silat. Et du coup j'ai vu exactement la connexion. C'est intéressant parce qu'en silat, on a ce travail de l'ondulation. Peut-être des gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on travaille, par exemple, la frappe en patte de tigre, le fameux low kick penchak, c'est exactement ça en fait, c'est le travail de l'ondulation. Et je t'ai fait venir parce que je me suis dit, on l'a en penchak, ça fait partie vraiment de la quintessence du silat, mais il y a peu de personnes aujourd'hui qui s'y intéressent, si bien que c'est extrêmement dur d'approcher cette pratique de façon sérieuse, sans qu'il y ait des carences dedans. Et comme je le savais qu'en Yosekan vous travaillez beaucoup ce sujet-là, bien sûr je me suis dit, en te faisant intervenir, juste pour information, donc je suis ce que font, je connais le Yosekan Budo depuis très très longtemps, mais c'est juste un article dans le magazine Yashima, qui est un magazine sur la culture du Japon et les arts martiaux, auquel Michit avait fait un article sur la force ondulatoire, moi j'avais fait un article sur les états modifiés de conscience. Et du coup, comment ? Très bon article. Hyper intéressant. Il m'a passionné ton article. Ouais, merci. Le thème m'avait passionné. Mais du coup, dans la foulée, j'avais appelé Michi. C'était près un an et demi maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de magazines où il y a vraiment de la qualité, où on recherche de la profondeur, où on n'est pas toujours juste dans ce qui semble faire mal et faire beau. Dans cet article, il y a vraiment de la culture, il y a vraiment de la profondeur, il y a vraiment de la recherche. J'aime vraiment beaucoup. Et une belle ouverture sur beaucoup de disciplines aussi. Si on revient sur le travail justement de l'onde de choc, de la force ondulatoire, est-ce que tu peux juste nous dire un peu les grands types de frappe ondulatoire, de techniques ondulatoires, et un petit peu juste à l'esprit les différentes séquences qu'il faut avoir à l'esprit pour bien le faire. Oui. Alors on va partir peut-être du plus court. Donc à un moment donné, on a travaillé sur les vibrations dont on parlait tout à l'heure, c'est quasiment sans élan, avoir un mouvement qui est vraiment très très court. Dans ces mouvements très très courts, dans tous les mouvements ondulatoires, on peut avoir soit juste une transmission de segment en segment,
une transmission de puissance de segment en segment, mais pour ça, il faut avoir soit un gainage, soit... En fait, le rapport gainage-souplesse doit être équivalent sur toute la chaîne. C'est comme si tu avais un fouet et que tu avais une partie de ton fouet qui était un peu plus rigide ou un peu plus souple. À cet endroit-là, tu auras une déperdition. Donc il faut vraiment que l'ensemble de la chaîne se tienne de la même façon. Donc au début, on a commencé par une vibration, un mouvement très court, mais donc pour un mouvement très court, il faut plus de gainage. L'ensemble de la chaîne se tend et je vais faire passer genou, hanche, poitrine, épaule. Donc il y a transmission dans les épaules et ensuite ça va venir ici, boum. Et on a un mouvement très très court qui est très très pénétrant parce que toute la force de toute la chaîne vient se concentrer sur un seul point. On l'a fait à deux mains. Donc ça c'est le premier, on va dire une des premières versions. Sur ça, on prend souvent l'analogie avec une lampe de poche. T'as ça, il y a la vieille lampe de poche, tu sais, là, de chez Decathlon, là, mais il y a 20 ans, où tu l'allumes, en fait, elle éclaire sur un gros faisceau, du coup de 3 mètres, mais ça éclaire à 3 mètres. Et après, si tu prends la même énergie, tu peux réduire. Exact, et après, tu peux même aller jusqu'à un faisceau laser, et avec, tu peux tuer les gens, quoi. C'est ça. La force, si tu la concentres, tu as un optimum. Et donc, effectivement, tu expliquais bien, il y avait le travail d'ondulation, la forme du corps, mais associé également à un alignement corporel. Un alignement de segments. Et souvent, quand je vois des gens qui travaillent le travail ondulatoire, ils vont travailler l'ondulation du corps, mais très souvent, il y a des carences dans l'alignement corporel qui fait que finalement, il n'y a pas d'impact. Exactement. Et un aller et un retour. Comme sur mon fouet, que je vais lancer, retenir, et qui va créer la boucle, qui va donner l'accélération et arriver au point final. Mais il faut bien sûr aligner ce fouet, c'est ce que tu viens de dire. Donc il y a l'alignement des segments, que ce soit sur un mouvement très très court ou sur un mouvement beaucoup plus long, il y a toujours ce travail d'alignement. Donc en fait au départ, on était sur une vibration, mais qui était quand même une onde de choc très courte. Alors je dis choc parce qu'on ressent vraiment comme un choc, comme tu dis, c'est vraiment un point très petit et très pénétrant. Ça veut dire un truc. Non, mais en fait, encore une fois, moi, c'est le témoignage. J'ai déjà eu le sentiment, enfin, j'ai déjà ressenti ça. Je pratique d'autres arts martiaux, le systéma, le dasheng, etc. Mais à chaque fois, c'est le même ressenti. C'est-à-dire que si je fais l'analogie, il y a beaucoup de gens qui font du silat pour l'aspect self-défense, par exemple. Ce qui est très bien. Après, en silat, on a aussi la partie traditionnelle, on a la partie interne, on a la partie préparation physique. C'est un art complet, mais beaucoup de gens viennent nous voir pour la partie self. Très bien, c'est le point d'entrée. Et vous découvrirez ça et après, vous verrez d'autres champs, beaucoup plus larges, qui fait que tout se tient finalement. Sinon, il y a une carence si on fait que la self. Et bon, ça, c'est un petit aparté. Mais quand on fait des frappes, souvent un petit peu vulgaire, tel qu'on attend dans beaucoup de clubs, ça fait une frappe qui est superficielle, qui va blesser de façon superficielle le corps, donc ça va saigner par exemple. Mais on peut encaisser. Et en plus souvent c'est armé parce qu'on est en force, on est en puissance musculaire, ça part de l'épaule, etc. Et dans ces techniques qu'on voit du coup en dasheng, en systéma, ou là, bien sûr, en Yosekan Budo, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il n'y aura aucune séquelle externe, et en fait, tu flingues l'intérieur, quoi. Donc là, d'un point de vue un petit peu vicelard, j'aurais envie de dire, pour faire le parallèle, il n'y a aucune séquelle visible directement. Effectivement, c'est assez intéressant. Moi j'aime bien, hein. En plus ça permet de faire des déstructurations, hein. C'est pas que percuter, on l'a utilisé aussi des fois juste pour déstructurer l'adversaire. Ensuite on est parti sur un truc un petit peu plus long, donc cette même onde de choc, avec au lieu d'être une vibration qui fait une onde de choc, on est parti sur une onde qui vient claquer la fin du mouvement. Donc là c'était toujours assez pénétrant et c'était toujours avec l'idée de aller-retour de hanche ou aller-retour d'épaule. On se pareil comme pour ce fouet où à la fin on retient. Exactement. Et ce que tu expliquais en fait, c'est que le bruit du coup de fouet à la fin, c'est pas lié à quelque chose de mécanique, c'est parce que le fouet passe le mur du son. Exact. Et donc c'est là où il y a l'accélération. Exactement. Et c'est ce qu'il faut arriver à revenir avec le retour de hanche. C'est le retour de hanche qui permet de faire ça en fait. Ouais. C'est ça. Quand on met plus de... Alors nous on a deux formes d'ondes, on va appeler ça l'onde de choc normale, c'est quand je mets plus de puissance vers l'avant, par exemple quand je veux frapper vers l'avant, et un petit retour vers l'arrière, donc lancer, revenir ou lancer puis retenir. Et après, il y a on a parlé aussi, on n'a pas beaucoup travaillé, mais on a parlé aussi de l'onde inverse, c'est où je lance très légèrement vers l'avant et où je ramène beaucoup vers l'arrière. Donc ouais. Là le rapport s'inverse finalement, qui permet d'avoir des frappes de sortie, d'éloignement, justement avec très peu d'armement, tu vois, puisque c'est une frappe où, si je suis surpris par exemple, qui me permet de pouvoir percuter et partir en même temps. Là où on aurait fait une frappe où on aurait dû tout engager vers l'avant. Donc on a travaillé cette autre forme, j'ai montré cette autre forme de travail, l'onde, ce que nous on appelle inverse. Ensuite on a travaillé sur l'ondulation également, l'ondulation mais en forme
lancer sans ramener la hanche ou sans ramener l'épaule, qui donne finalement une résonance dans le corps. Donc là, c'est encore différent. Il y a moins de pénétration, mais on sent vraiment une frappe très lourde qui résonne à l'intérieur et qui, là encore, ne vient pas nécessairement bouger l'ensemble du corps. Ce qui nous intéresse en Yosek Budo d'ailleurs, puisque ça va nous permettre de pouvoir enchaîner plusieurs coups derrière, ou ça va nous permettre de pouvoir, vu qu'il ne recule pas, de pouvoir nous rapprocher pour pouvoir enchaîner des projections ou des clés, comme en penchak d'ailleurs. Donc ça, c'était la deuxième forme. Et après, on a vu qu'avec un petit peu de contraction, ça te permettait, c'est-à-dire un peu de gainage au moment de l'impact, ça permettait de continuer à déstructurer l'autre et donc de pouvoir le pousser. Et donc ça aussi, ça peut être intéressant quand on a besoin de faire des frappes d'arrêt ou des frappes de mise à distance où on a besoin de le faire reculer, par exemple. Ça, c'est juste finalement le rapport de la contraction en fin de mouvement, enfin au moment de l'impact. Quand tu vas dans les fêtes foraines, tu sais, as des espèces de gros punching balls, tu tapes dedans avec une grosse patate de forain et ça te donne ta puissance de frappe. Et quand on voit les gens qui tapent là-dedans, souvent une espèce de gros Golgoth d'Europe de l'Est, qui envoient une énorme patate avec de l'élan, et ceux qui ont les meilleurs résultats. Et quand on fait des frappes plus classiques, relâchées de type boxe, les résultats ne sont pas terribles. Je pense qu'il y a une énorme confusion autour de puissance de frappe, onde de choc, taux de pénétration et résonance. Et je pense que tu as travaillé un petit peu ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais juste que tu caractérises un petit peu avec tes mots ce sujet-là. En effet, c'est la qualité d'impact qui change. Donc moi, par exemple, sur ce genre de truc, je suis pas très bon. D'ailleurs, ce genre de truc, ça montre bien qu'on peut être une masse, avoir aucune technique et avoir énormément de puissance. Ouais. Et le principe des arts martiaux, c'est aussi d'être capable de pouvoir peut-être s'en sortir ou limiter les dégâts contre quelqu'un de plus jeune, plus fort, plus grand. Et donc, automatiquement, on peut pas générer le même type de force. On peut, par contre, en étant plus petit, moins jeune, moins puissant, moins épais, on peut avoir des types de frappes qui sont pénétrantes, qui sont traversantes et qui font mal à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé d'expérimenter. On a essayé de sentir ça un petit peu de différentes façons. Et aussi décupler de la puissance. On l'a fait sur les jambes aussi pour les projections, pour les déséquilibres, pour les fauchages, en utilisant le même type de mouvement où on va pouvoir décupler de la force alors que soi-même on n'est pas forcément très très épais, mais bien sûr que plus on est épais, plus on décuple de la force. Donc plus tu sais utiliser, plus tu as d'épaisseur et plus tu es efficace, évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas ce type de... Je dirais que pour pouvoir quantifier l'efficacité d'un mouvement ondulatoire, d'une onde de choc, il faudrait travailler sur la pénétration et pas sur la poussée. Ouais, c'est pas la poussée, on ressent pas une poussée, on ressent que ça rentre à l'intérieur. Et ça c'est tout différent. Vraiment, ça fait mal de dedans des fois. Moi, quand mon père nous touche vraiment avec peu de puissance, mais vraiment le bon moment, on a vraiment la sensation de prendre le coup dans le dos. On le sent traverser. Il y a 87 ans. Mais même encore maintenant. Même encore maintenant, sur un mouvement très court, avec zéro amplitude et un relâchement comme ça total, avec 7 kimonos pliés les uns sur les autres, on a ça d'épaisseur. Quand on travaille, et même il vient comme ça, travailler en latéral, ou comme ça, et il vient avec vraiment cette décontraction-là. Et quand il le lance, le mouvement est tellement juste, tellement parfait, ça passe, on le sent passer à travers le kimono et rentrer dans le ventre. Mais quand il nous percute directement dans le ventre, on le sent passer dans le dos. Et il n'y a pas que lui, n'importe qui commence à bien sentir ce mouvement arrive au même résultat. Mais par contre, la sensation n'est pas toujours pareille. Avec mon père, j'ai l'impression de recevoir une aiguille qui me transperce. Avec d'autres experts de Yosekan, je ne le ressens pas de la même façon. Ça fait mal, ça peut traverser pareil dans le dos, mais par contre, j'ai pas cette sensation d'aiguille. Ça dépend vraiment de la densité des personnes, de la taille de leur segment, de leur alignement précis, etc. Exactement. Et du coup, chacun va avoir un effet un petit peu différent. Tout à fait. Comme si chacun avait des couteaux différents. Finalement. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai beaucoup de gens qui font des arts martiaux. Et même certains diront, je fais des arts martiaux pour me défendre en cas d'agression. Et finalement, ils se seront jamais fait agresser de leur vie. Par contre, leur pratique les aura foutus complètement en l'air. Ils ont appris un art martial, eux, en ce qui les concerne, pour se défendre en cas d'une agression. Et sans s'être fait agresser, ils se sont flingués. Et quand on travaille ces techniques d'ondulation et de vibration, est-ce que ça te préserve la santé ou est-ce que c'est à faire avec modération? Alors, effectivement, les grandes ondulations, les mouvements avec vraiment des grandes amplitudes et surtout dans le vide, c'est
c'est pas terrible. Très vite, on commence à attaquer un petit peu les articulations, à créer des inflammations. Et donc en vieillissant, alors tant qu'on est jeune, c'est toujours pareil, tout va bien, on récupère vite, c'est sans problème. Mais donc en vieillissant, les ondulations de type onde de choc sont, d'après moi, à limiter de plus en plus. Et il va falloir plus travailler à la mi-distance ou à la courte distance dans des phases où on ne va jamais aller étirer les différents segments, les passages entre les segments. On ne va pas se retrouver dans des postures comme ça, étirées, qui sont génératrices de problèmes. Donc on va aller moins dans le choc et plus aller dans l'ondulation, donc avec des mouvements plus courts, qui sont à impact ou à contact et qui permettront d'utiliser des effets ressorts qui vont éviter d'être obligés de jeter et à chaque fois venir taper dans les articulations. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes beaucoup également en rétroversion pour limiter de traumatiser les lombaires. C'est ça. Sa formation de vétérinaire lui a permis de travailler aussi sur la bioméca. Et il y a beaucoup de mouvements traditionnels qu'il a trouvé très rapidement, finalement, pas très juste sur un plan biomécanique, même peut-être anti-biomécanique. Ouais, parfois on voit des postures au Japon où il y a de la cambrure. Alors en fait, normalement, il doit y avoir un maintien, mais souvent il se perd. Ouais. Et ça, du coup, ça contracte derrière au lieu de contracter devant, et ça fait que on a une cambrure plus une rotation, et bien sûr ça vient faire mal au lombaire. Mais en fait, il a été beaucoup influencé. Alors parce que tu disais que c'était japonais, alors c'est vrai que c'est japonais, mais finalement, comme mon père a voyagé très tôt. Et comme il était toujours en recherche d'efficacité, et qu'il a été envoyé par mon grand-père pour faire de la boxe française quand il est venu la première fois en France, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres arts martiaux qui étaient très efficaces. En l'occurrence, la boxe française l'avait beaucoup impressionné. Cocorico. Ouais, il avait vraiment trouvé ça excellent. Et d'ailleurs, quand il est venu avec le Shotokan la première fois, il s'est retrouvé, surtout sur le Shotokan de l'époque, qui était quand même assez statique et bas, il s'est retrouvé vraiment en difficulté avec des salvateurs qui étaient beaucoup plus libres, plus hauts, qui frappaient dans les jambes, alors que lui, il était bas et coincé finalement. Et quand il est retourné au Japon, il a cherché un karaté qui se rapprochait plus de ce qu'il avait ressenti en boxe française. C'est pour ça qu'il s'est tourné vers le Wadoryu. Mais parallèlement à ça, il a travaillé la boxe anglaise et il a toujours eu un intérêt majeur sur la boxe française. Donc ça a quand même fortement inspiré notre pratique. On se retrouve vraiment au milieu, puisqu'il n'y a pas de limite dans la façon de pratiquer. On essaie juste d'envoyer des ondulations dans toutes les directions. Après, on s'inspire. Mais moi, il y a plein d'autres choses qui m'inspirent. Moi, le Kali m'inspire dans mon travail de bâton, alors que j'en ai jamais fait. Mais toi, dans les mouvements que tu montrais tout à l'heure, nous aussi, en fait, on va les techniques où on a un qui frappe, où on va enchaîner. Le Kali et le Silat, c'est très proche. Philippines, Malaisie, Indonésie, c'est le même archipel. Tu montrais des formes de corps tout à l'heure, parce que tu te rendais compte, mais on verrait exactement les mêmes en Silat, les mêmes en Kali, en fait. Et oui, parce qu'on se retrouve toujours au milieu. Nous, en fait, quand on fait des percussions, on pense aussi aux armes. Ouais. Et quand on fait des armes, on pense aux percussions et on pense aussi aux projections. Parce qu'en fait, chaque partie vient enrichir l'autre. La projection permet de comprendre l'ancrage, l'utilisation de toute la chaîne musculaire parce qu'on doit bouger une masse. La percussion permet de trouver l'explosivité de la vitesse dont on a besoin. L'arme permet de trouver la longe. Quand on travaille les clés, où on travaille souvent avec beaucoup de rotation, ça permet de trouver de la stabilité dans le mouvement. Écoute, encore un immense merci Michi, c'était vraiment un réel plaisir d'échanger avec toi. Que tu fasses ce stage, c'était un plaisir, mais c'était un honneur et une fierté parce que ça faisait très longtemps que je suivais le travail que vous faites, toi, ton frère, ton père, ton grand-père. Pour moi, c'est une légende des arts martiaux. Si tu souhaites un jour que fasse un échange croisé Silat Yosekan, mais c'est avec là, il n'y a absolument aucun souci. Ah ouais, volontiers. Vraiment, ça me plairait beaucoup. Comme je te dis, j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour le Penchak et le Kali d'ailleurs, les deux. Vraiment, j'adorerais, puis j'aimerais beaucoup que mes élèves... Moi, je fais souvent ça, on fait souvent des trucs avec d'autres disciplines. Je trouve que c'est vachement important de connaître sa culture, mais sa culture générale. Il faut savoir, il faut aller voir les autres. Il y a des points forts chez tout le monde, il y a des points faibles chez tout le monde, et il y a surtout beaucoup de points de concordance, si on sait regarder avec ouverture. Et puis pour ne pas être surpris en combat, savoir ce que font les autres, exactement. C'est un petit peu indispensable aussi. Absolument. Si on ne sait pas que les gens peuvent te foncer dans les jambes, un jour un mec te fonce dans les jambes, t'es perdu. Les premiers Ultimate Fighting, même si on peut dire ce qu'on veut sur le fait que c'est pas du combat réel et tout ça, c'est quand même révélateur. Un karatéka qui avait jamais eu un mec qui lui rentrait dans les jambes, il n'a pas fait long feu, quoi. Ouais. Même un boxeur, au début c'était très difficile. Il y a des super bons boxeurs qui étaient solides et qui tombaient les gens facilement. Moi je me rappelle d'un boxeur qui avait mis un seul gant. Et son argument c'est de dire j'ai peur de faire trop mal à l'adversaire sinon. Et le mec il est tombé sur Royce Gracie, il s'est fait rater en 30 secondes. Exactement.